Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, welcome back from this well-deserved break. I hope you had time during your breaks to reflect on the sessions that we had in the morning. And They serve the food so late, how can I eat? Can you please Just mute? for us to eat like Can you please mute your mic? And if I eat, how can we manage this? Steven, can you please mute your mic? No, it's okay. Forget it. Just. Steven, can you mute your mic? Sorry, Dr. Sam, please. Thank you very much, Stephen. So, ladies and gentlemen, I was saying, I hope you had a very well-deserved break, and that during the break, you reflect on the 3 sessions that we had in the morning. And I really look forward to receiving in the chat or in the question and answer box a lot of suggestions, a lot of points of reflections that you may have thought of during the breaks. So we are moving to the next session, which is the session 3C. And this session is about, again, sharing of country experience and good practices. This session will be moderated by Dr. Ronald Afidra. Ronald is the African Network Coordinator for the Food Fortification Initiative. He is a specialist in the development of micronutrient program in nutrition and has been the network coordinator since 2012. Ronald, may you now kindly take the floor and moderate the session. And I kindly request you keep to the time. We have 1 hour for this session. 1 hour, 10 minutes. So Ronald, you have the floor. Thank you, Dr. Simplici, for that kind introduction. I want to thank CIFAM for bringing the African continent together in looking into the state of affairs for food fortification in this continent. And now our attention is being turned to session 3C, as being explained, that's the state of food fortification in Africa, sharing of country experiences and good practices. Under this session, I do have 3 presenters. I'm going to move quickly into introducing my presenters, who will stick to their given or allotted times, and thereafter, we do hope that we can have some minutes reserved for the plenary discussions. My first presenter is Mr. Blai Ka, who's the Executive Secretary of the National Nutrition Development Council in Senegal. He is a specialist in public health and human development. Blai Ka has a rich background in the field of nutrition and social development. In 2011, he became the national coordinator of the Cellule de Lutte contre la Malnutrition, CLM, a body in charge of developing, monitoring the implementation of the country's nutrition policy. The CLM became CNDN in 2020, thus marking a positive development in the institutionalization of nutrition in Senegal. Blai Ka started his experience in nutrition in 1990 as the area manager of the PNC, that is Community Nutrition Program. He holds a specialized higher studies in diploma in economic policy and project analysis obtained from Sheikh Anta Diop University in 2001, a Master of Science in Community Health obtained from Laval University in Canada in 1997, and a Bachelor's of Business Administration obtained from Laval University in Canada again in 1994. I will move direct to our second presenter. That is Blai Ka shall be presenting regulatory framework, policies, and directives.
The second presenter is Maria Abel-Loveless Johnson. She will be presenting on certifications, standards, and quality assurance. Maria Loveless Johnson is the Chief Regulatory Office, Head Food Enforcement Department, Food and Drugs Authority from Ghana. In the area of food regulation, Mrs. Loveless Johnson had a certificate in assurance of food safety and quality control from Hoigo International Center in Japan in 2002. A certificate in applied intermediate HACCP, that is Hazard Analysis Critical Control Point, from the Royal Institute of Public Health, UK in 2003. And again, a certificate in food safety risk analysis from the University of Greenwich, UK in 2003. A certificate in international form, and was certified as a lead auditor of food safety management systems by the International UK 2005. She has since 2013 been the head of the Ghana delegation to the Codex Committee on Nutrition and Food for Special Dietary Users. Our last presenter is going to present on challenges and opportunities of food fortification in Democratic Republic of Congo. We do hope that a representative shall appear online. That is Dr. Jean-Jacques Mbugani Mbanda, who is the Minister of Public Health, Hygiene and Prevention. And together with Dr. Bruno Bindamba Senge, Director of PRUNONAT, Minister of Public Health, again, Health, Hygiene, Prevention, Executive Secretary of the Sun Movement in DR Congo. These shall be our three presenters, but a brief note on Dr. Jean-Jacques is that he's married and the father of 5 children. Dr. Jean-Jacques Mbugani has a professional career of around 30 years in the medical world. He excels in this field, which crowns his academic training at the University of Notre Dame de la Paix in the ULBD in Brussels. With his skills and his experience, His Excellency the President of the Republic, that's of DRC, Felix Antonio Tshisekedi, chose his person to lead mainly the universal health coverage project within the government at the Ministry of Public Health and Hygiene Prevention. At the MLSC, he became in 2003 the representative of the Benelux zone, then Deputy National Secretary of MLC Exterior before becoming the incumbent in 2013. From December 2018 to June 2019, he was the coordinator of the external relations of the Lamuka Coalition. These are my 3 presenters. I want to turn over to Abdoulaye Ka to take us through his presentation. Abdoulaye Ka, you're most welcome. Oui, merci beaucoup, docteur, cher modérateur. Je voudrais d'abord transmettre les remerciements du ministre secrétaire général du gouvernement, remerciements et salutations au gouvernement de Côte d'Ivoire, ainsi qu'au Programme alimentaire mondial et au CERFAM. Remerciements pour nous avoir impliqués dans ces concertations qui sont extrêmement importantes à nos yeux. Les remerciements et félicitations aussi vont à l'endroit de l'Union africaine et aussi de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Voilà, je voulais donc faire une présentation sur l'état des lieux que nous avons, nous, au Sénégal, ici, par rapport à l'enrichissement des aliments, pour essayer de voir avec vous toutes les leçons que nous pouvons tirer de notre expérience, sachant que c'est une expérience assez longue, vous allez voir, depuis que nous sommes dans une approche multisectorielle de lutte, ou disons de développement de la nutrition au Sénégal. La lutte contre les carences en micronutriments a toujours occupé une place extrêmement importante. Je vais d'abord commencer par vous donner une idée de la situation nutritionnelle au Sénégal. Vous allez voir un peu sur les 3 indicateurs classiques que nous suivons de malnutrition, où est-ce que nous en sommes. Une tendance, je dirais peut-être une situation globale qui peut être acceptable à précaire, mais avec une tendance stationnaire sur certains indicateurs
qui montre encore tous les efforts qu'ils doivent faire et les nouvelles approches qui doivent être peut-être retenues pour pouvoir changer encore davantage la pente vers la réduction de ces indicateurs-là, de la prévalence de ces formes de malnutrition. Concernant les carences en micronutriments, je pense que nous sommes dans les mêmes schémas que ce que nous avons vu ce matin en Afrique et en Afrique subsaharienne particulièrement, avec les défis que nous avons vis-à-vis de l'anémie particulièrement, de la carence en iode aussi, surtout chez les femmes enceintes, la carence en vitamine A et le zinc. Vous allez voir que nous sommes en fait dans la même situation que les autres pays africains globalement. Donc, ce qui montre l'importance de notre rencontre d'aujourd'hui pour voir un peu comment nous avons évolué et comment nous projetons aussi par rapport à cette évolution, l'évolution d'abord de nos politiques. Je voudrais juste partager un tout petit peu comment la lutte contre les micronutriments aussi s'intègre dans la politique de nutrition et quel est l'environnement politique par rapport à la nutrition au Sénégal. Par rapport à la visibilité de la nutrition, la nutrition est vraiment inscrite dans les documents de référence du Sénégal par rapport au développement économique et social dans le plan Sénégal émergent. Vous allez voir comment la nutrition est clairement indiquée comme priorité. Le Sénégal dispose aussi d'un document de politique de développement de la nutrition 2015-2025 et d'un plan stratégique aussi multisectoriel de la nutrition. Docteur Afrido a parlé tout à l'heure du changement qu'il y a eu entre CLM et CNDN. Vous voyez le décret de 2020 qui a qui a changé le statut de la CLM en transformant une cellule en conseil national. Ce qui veut dire que donc l'environnement politique est assez prend en compte l'importance de la nutrition au Sénégal. Alors, la lutte contre les carences en micronutriments fait partie intégrante donc de notre stratégie de développement de la nutrition à travers la diversification alimentaire. Comme de manière classique, nous faisons toujours l'éducation nutritionnelle au niveau communautaire, la sensibilisation de masse pour vraiment promouvoir la consommation d'aliments riches en micronutriments. Donc, ça se fait à tous les niveaux. Nous avons aussi, par rapport à cette stratégie aussi, développé beaucoup d'alliances avec les secteurs sensibles de nutrition, entre guillemets, comme l'agriculture, comme l'élevage, comme la pêche, pour vraiment travailler sur la disponibilité et cette accessibilité-là. Et la consommation et la promotion pour la consommation, la communication pour le changement de comportement est aussi assurée par les acteurs du réseau nutrition au niveau communautaire. La supplémentation aussi fait partie des axes stratégiques avec le programme national de supplémentation en vitamine A, en fer des adolescentes aussi, et en fer acide folique des femmes enceintes, ainsi que la fortification à domicile pour les enfants 6-23 mois. Pour ces éléments-là, vous allez voir que les défis sont toujours autour de la routinisation pour la vitamine A, mais surtout aussi le passage à l'échelle, l'augmentation de la couverture pour les autres cibles. Sur l'enrichissement des aliments, au Sénégal, nous avons notre programme d'iodation du sel, le programme d'enrichissement de l'huile en vitamine A et d'enrichissement de la farine de blé tendre de blé en fer acide folique. Vous allez voir ici que dans notre axe 2 du plan stratégique, qui est entièrement consacré donc à la lutte contre les carences en micronutriments, voici les micronutriments sur lesquels nous travaillons clairement. Avec le fer, on en a parlé, fortification donc à domicile des aliments, fortification à grande échelle, fer, acide folique aussi, sur les aliments de grande consommation. Sur l'iode, vous savez que le Sénégal est un pays producteur de sel et donc exportateur de sel aussi. Donc, nous sommes dans une dynamique d'industrialisation de cette production
beaucoup d'expérience aussi par rapport à la réglementation sur l'iodation du sel, ainsi que la promotion de la consommation de sel iodé. Mais sur l'iode aussi, il y a un pan qui doit être développé. Il s'agit du renforcement et de la promotion de la consommation des produits halieutiques, sachant que le Sénégal est un pays qui a 600 km de côte, donc qui doit favoriser aussi la consommation de produits halieutiques. Sur la vitamine A, on a parlé du renforcement de la routinisation, la poursuite donc de l'enrichissement des huiles en vitamine A et donc aussi la culture de variétés riches en vitamine A. Vous le savez très bien, comme la variété vedette, la patate douce à chair orange. Le zinc est une option aussi très claire. Nous sommes dans une dynamique, dans notre plan stratégique aussi, d'introduire le zinc dans la réglementation relative à la fortification des aliments, de promouvoir l'élevage de petits ruminants à cycle court. C'est ce dont je parlais par rapport aux alliances que nous nouons, aux partenariats que nous nouons avec l'élevage, le secteur de l'élevage au niveau communautaire aussi, en renforçant les capacités de résilience des communautés, promouvoir aussi cette consommation d'aliments qui seront riches en zinc pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Donc nous avons un contexte au Sénégal, vous le savez, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est assez favorable pour l'enrichissement des aliments. Vous voyez les différents points que nous avons ici. D'abord, les décrets qui sont là sur l'iodation du sel, l'enrichissement de l'huile et de la vitamine A, de l'huile en vitamine A et de la farine de blé en acide folique, fer acide folique. Vous avez aussi l'existence d'une politique, plan stratégique aussi, qui accorde une importance à la lutte contre les micronutriments. Il y a aussi un point extrêmement important, ce matin on en a parlé, toutes les alliances qui sont autour, en Afrique de l'Ouest, dans beaucoup de pays africains d'ailleurs, mais en Afrique de l'Ouest, il y a eu un appui fort de l'OAS et de HKI aussi pour qu'il y ait des alliances. Au Sénégal, nous avons un comité sénégalais pour la fortification qui est donc aussi un démembrement du Conseil national de développement de la nutrition. Les cadres normatifs et législatifs pour le contrôle des aliments enrichis, notamment pour le sel, l'huile industrielle et la farine de blé. Nous avons des projets et programmes dans notre agenda de projets et programmes au Sénégal qui sont mis en œuvre sous l'égide du Conseil national de développement de la nutrition. Il faut faire un clin d'œil aussi aux partenaires techniques et financiers qui sont parmi nous, qui sont avec nous et qui nous appuient dans la mise en œuvre de notre axe stratégique sur la lutte contre les carences en micronutriments. Nous avons une position forte du programme alimentaire mondial, de HKI, de nutrition internationale principalement, qui sont vraiment des partenaires privilégiés dans ce sens-là. Il y a aussi beaucoup d'espoir avec l'existence du cadre de partenariat public-privé, avec le mouvement SUN, qui favorise la mise en place de réseaux du secteur privé pour la nutrition. Donc, ce hub va pouvoir aussi catalyser un peu toutes les énergies du secteur privé pour l'enrichissement et des aliments dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. Nous avons aussi au Sénégal un point fort avec le dispositif communautaire que nous avons. Nous avons plus de 15 000 agents relais communautaires qui sont donc au niveau, qui mettent en œuvre le programme de renforcement de la nutrition, qui sont donc au niveau communautaire, au contact avec les ménages et qui couvrent près de 40% des enfants de moins de 2 ans et près de 60% des enfants de moins de 5 ans régulièrement qui sont à leur côté pour prodiguer les conseils et l'éducation nutritionnelle au moment de ces enfants. Donc, nous sommes dans un contexte assez favorable, nous l'avons dit tout à l'heure. Nous avons pu avoir des réalisations qui nous montrent aussi un peu les leçons apprises. L'accompagnement des industriels pour la mise aux normes de leur installation est primordial. Nous avons eu ce partenariat public-privé avec donc les huiliers et les meuniers pour arriver à réussir la fortification de l'huile et de la farine.
l'existence de normes aussi sur le sel, l'huile et la farine boulangère, c'est crucial. Nous avons aussi pu avoir disons, un point très intéressant avec une sorte de la création, de la favorisation de l'autonomie des petits producteurs de sel qui parviennent aujourd'hui à autofinancer l'acquisition de l'iodate de potassium, parce qu'à travers les coopératives et les centrales d'achat que nous avons favorisées, parce que c'était un point central. La disponibilité de l'iodate de potassium aussi était un challenge que nous avons pu aussi, qui fait partie des leçons que nous avons apprises avec notre programme d'iodation du sel. Je vous donne un peu des chiffres sur, vous pouvez voir sur ce que nous avons comme objectif par rapport à l'iodation du sel spécifiquement. 100 000 tonnes, nous sommes à 86% d'atteinte. L'huile enrichie, produite localement ou importée, 1 710 000 tonnes. Les services du commerce se chargent de contrôler donc, la qualité de cet enrichissement. La farine boulangère qui couvre 100% des besoins avec 460 000 tonnes que nous produisons au niveau local. Pour les défis et perspectives, le contrôle qualité pour nous est central de ces produits et ça doit être c'est un challenge continu qui est toujours là. Nous devons toujours chercher des moyens technologiques pour renforcer les capacités du ministère du Commerce pour le contrôle, mais aussi du ministère de l'Industrie pour accompagner les industriels dans ce sens-là. Le système d'assurance qualité des aliments enrichis, cette généralisation est aussi un défi qui est devant nous. Et le financement durable des programmes d'enrichissement. Il faudrait vraiment militer vers des lignes budgétaires au niveau même des ministères en charge de ces questions-là, comme le ministère du Commerce, comme le ministère de l'Industrie chez nous, pour que ces ministères aient eux-mêmes des budgets qui puissent leur permettre de mettre en œuvre des programmes d'enrichissement des aliments et pour couvrir les questions de qualité, les questions de contrôle, mais aussi les questions de disponibilité. Nous avons, nous aussi, comme défi, comme on l'a dit, le Sénégal est un pays producteur de sel. Et le sel artisanal que nous avons, nous voulons développer une approche filière pour avoir une meilleure contrôle qualité et par rapport à l'enrichissement de ce produit. Le sel, le Sénégal a un avantage comparatif par rapport au sel qui pourrait vraiment contribuer au développement économique de notre pays. L'huile artisanale aussi est un défi pour nous. Le COSFAM en fait vraiment une priorité parce qu'il représente près de 31% du marché et nous devons aller vers sa réduction parce que nous connaissons toutes les conséquences que cette huile artisanale a sur la santé, notamment avec les risques de cancer. Donc, l'institutionnalisation et de l'évaluation des indicateurs nutritionnels aussi dans les programmes d'enrichissement est une perspective importante pour nous. Les questions de suivi et évaluation vont surtout au niveau de la phase de l'enrichissement du riz, qui est vraiment porteur d'espoir au Sénégal, parce que tout le monde connaît le Sénégal avec le Sontieboudjoun. Donc, nous pensons que l'enrichissement du riz aussi est vraiment au cœur de la stratégie de fortification alimentaire et de lutte contre les carences en micronutriments. Nous sommes en bonne voie avec l'appui du Programme alimentaire mondial que nous remercions pour le leadership dans ce sens. Sur l'huile artisanale aussi, vers une centralisation de cette huile-là pour pouvoir le rendre un peu plus propre à la consommation et l'intégrer dans le circuit d'industrialisation de l'huile. Le zinc, on en a parlé sur son introduction dans la réglementation, c'est en cours. Et la révision aussi est pour l'iodation du sel, pour mieux nous adapter au contexte de mutation, parce que les petits producteurs sont en train de s'organiser pour aller vraiment vers une formalisation et, disons, une modernisation de cette filière. Et aussi, extrêmement important, l'évaluation d'impact. Le COSFAM est en train de finaliser l'évaluation des programmes d'enrichissement des aliments au Sénégal avec l'appui de Nutrition Internationale.
Voilà, je termine avec la vision que nous avons au Sénégal, un pays où chaque individu jouit d'un état nutritionnel optimal et adopte les comportements adéquats. Et tout ceci pour vraiment améliorer la fortification des aliments, donc, est au cœur de l'atteinte de cette vision. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you, merci beaucoup, Abdoulaye Ka. Thank you for taking us into how Senegal's experience in forming up and formulating the regulatory framework for food fortification programs like and implementing it, and how these policies and the directives create a good environment for implementation by the executing agency. I want to say thank you for that presentation. And I would like to encourage you to get into the question and answer session, because people are sending questions there. You could be able to respond to the answers on the chat box. At this point, I know we started a little bit late, and I would like to now welcome Maria Lovelace Johnson to take us on her presentation. Maria, you are welcome. Good afternoon. So presenting on certification, standards, and quality assurance as far as the fortification is concerned. So in Ghana, we have the Public Health Act. And that Public Health Act, a section of it, which is section 107, states that a person shall not import Chair, Secretary, can you walk us through her presentation? Hello, is it better? Yes, you sound well, but the PowerPoint presentation is not seen on the slide. Would like to see that column, if that can be shown. Just see. Yes, technicians, can you help us bring up slides? Yes. Mr. Moderator, we can share the presentation of Ms. Maria if she wishes. Yes, hello. Yes, your presentation is coming on board. Just 1 second, and you will sit on board. Back on the screen, take your floor, please. Hello. Hello. Hello, Maria. Can you hear me? Is it okay? Yes. Right. Maria, can you continue while the technician, could you mute the other? Sorry, Mr. Moderator, I think the interpreters, it's a bit hard for them to listen to Ms. Maria because there's echo in the background from her side. Yes. Maria? Yes, so can someone else? Okay. Please, we suggest the next person starts presentation whilst we resolve the echo sound at the background. All right. Let me hear back from Mrs. Maria one more time. Mrs. Maria, are you there? Yes, I'm here. Can you reduce on the echo in your place? And we have your presentation now on the screen. And other participants, please kindly mute your microphones so that Mrs. Maria can move on with her presentation. You have you have 10 more minutes left. Thank you.
Hello? Yes, proceed. Okay. So, hello, okay. So I'm presenting on the certification, standards and quality assurance of the fortification process in Ghana. Please, is it okay? Hello? Yes, proceed. That's fine. Proceed. So Ghana has a Public Health Act, and that's the Food Regulation Act. And it states that you cannot import or manufacture, package, label, advertise, store, or deliver, trade, sell, or export any food that is not fortified for consumption. And the food, when we say food is fortified, it has additives such as potassium iodide. That's in the case of salt. We have protein, essential amino acids, vitamins, minerals, essential fatty acids in the case of wheat flour and oil. And the Food and Drugs Authority, which is a regulatory agency in Ghana, prescribes and implements the standards for the fortification of food. So there is a diagram here. The next one, please. Yes. So for any person or any group of people in the manufacture of salt, wheat, and oil, you are supposed to, because it's a mandatory fortification, to fortify your products. And certifying your product, first and foremost, you have to have your facility licensed. And that is, your facility has to be licensed in accordance with the good manufacturing practices, codes of good manufacturing practices. And your product has to be registered. So with this registration process, there is an inspection of the facility, and then we get to the laboratory analysis of the products. When we get to the facility inspection, or when we are doing the facility inspection, we ensure that you have a system in place that ensures that all these products are fortified. And salt, wheat flour, oil, they are fortified before we license your products, or you have systems in place to ensure that every product you churn out will have the fortification done. And then we get to the laboratory analysis of the products when you bring the products for registration. So you bring the products, and when we go and see if the levels are the same as or they comply to the standards. Then we do the product registration. We look at the label of the product. In the case of wheat flour and vegetable oil, there is a logo. As you can see there, that logo should be there, fortified for good health. So every product that is a wheat flour product, or in fact every wheat flour and vegetable oil has this logo. After registration, we give you the logo to use, and then we do a market surveillance for quality assurance as well, to ensure that all the products out there meet the standards of fortification. Because we could register anyway, but by the time it gets out there, it may not be compliant. So we ensure that that is correct. That way, we pick them from the markets and take them to the laboratory to test. Then the next one, please. All these are the standards that you, if you are into salt, wheat flour and oil, that you have to comply with. You have the specification for salt fortified with iodine. There is a standard. We have standards for vegetable oils and standard for fortificant premix. Even the premix has a standard. Then the vegetable oils themselves also has a standard. And then we get to the wheat flour. The strong wheat flour has a standard. The soft wheat flour too has a standard. And then the fortificants for the wheat flour too, there is a standard. So there are these set standards for the three products in question. That is wheat flour, salt, and oil. On the quality assurance, though,
after the standard, please can we go to the next slide? Yes, so for the quality assurance, fortification with potassium iodide with 100 ppm at production. So because of the nature of the product or the fortificant, we do it at 100 ppm, 100 parts per million at the factory, and then in retail, it should be 50 ppm. And in Ghana, we insist on iodide, potassium iodide, KiO3, not on iodide. We do not even want it because it says believed, but now they're saying it is even better. But then when we started this whole process, we're not allowing the iodide because the tropical region in which we are is not so friendly to the iodide compound, or the potassium iodide, as it is to potassium iodide. Then for vitamin A, we do a blend of vitamin A and D3 with a quantity of 10 milligrams per kilogram. For strong and soft wheat flour, it is fortified with vitamin A, folic acid, vitamin B12, thiamine, riboflavin, niacin, iron and zinc, and other ingredients, including pyridoxine. Then L-ascorbic acid, azo dicarbonamide, and sulfur dioxide. And we ensure that, as I said earlier, you have your manufacturing facility license after we have inspected before you can do it. Then the laboratory analysis of the product also has to come out as a positive product, as a good product before we allow this. Then we do the product evaluation and registration, where we evaluate the product itself and then we go ahead to register. And well, those are about the fortification, but the other components of the product has to be evaluated to ensure that it is safe for human consumption and it will not cause harm to consumers. And we do our post-market surveillance, which is very important because the thing is in retail. So we go out there, we do our mystery shopping, we do random sampling, and then we bring them and see if the levels there are acceptable. And we do the import control too. As they are bringing it in, we take samples, we test them to see if they meet our standards. Then we go to the challenges. As we have spelled these things out, we have had, hello, next slide, please. As we've spelled these things out, we have had challenges. Some of the challenges that we've had, one, we have cross-border trade. Ghana is bordered by 3 countries. We have Côte d'Ivoire, Burkina Faso, and Togo bordering us. And then these countries tend to have levels different from ours as standards. So sometimes you get some of these products coming in, and then the standards are not the same as what we have said here. So it's been a bit challenging, and because they are land borders, some of the times the things get in here. We do our import control well, though, but then we have unapproved routes and all of that. So some of these products get in here. So that's one challenge that we have. And then sometimes the lack of fortificants. We have had challenges with getting the fortificants. Initially with the salts, UNICEF started helping out. They ran it as a project, getting us the potassium iodide. After the project was over, it was done. So we had to get the things ourselves, or the private people themselves had to get them in. And it was a bit challenging. That's with the salt, even with a premix for the wheat flour and oil too. It's a bit of a challenge. But the good thing is that with wheat flour and oil, they are manufactured by factories that are quite big, so to speak, for lack of a better word, a bigger factory that have to be compliant. They cannot do anything otherwise. They need to do it before their products will be
manufactured before their facilities will be licensed. But with the salt, because the salt winning is done along the sea, you can have artisanal salt winners, and some of them sometimes do not do the right thing. But we have quite a number of them getting the salt iodized, but because of the artisanal nature of the job, because the sea is a natural resource that is there, so people go there and they can get some of the salt out there. So we have that challenge, and we had some challenges too that we overcame to a large extent. People like the rock salt, and we were telling them that if it is a finer salt, it has a larger surface area, it is well comminuted, so the iodates can really be imbibed properly. So we wanted it as fine salt, but they like the rock, and so they were doing it. And some people also thought, well, if we are adding potassium iodate, then we are adding chemicals to the thing. So they are, they really want natural things. So some people who are quite risk averse in that sense thought, really, if we are risking, we take something like that, we are risking our lives. But we did a lot of public education. So those were some of the challenges we had, or we've been having actually. And then lack of technical personnel. When you are adding some of these things, you just don't add them anyhow. These are micronutrients you are adding. So we need more technical personnel. And when people are adding it at their factory levels, they need to have people who are well equipped in it. And that's, as I said, the salt winning, the nature of the salt winning is that we get some artisanal people being involved in it. And then lack of field test kits. We need test kits to test whether the things are okay or not. So with the salt, we get the test kits to tell, oh, as it is moving, is it iodated or not? The other challenge we're also having with this salt thing is that we have industrial salt, and those, industrial salt is not supposed to be iodated. They use it in the textile industry. So there is no need for its iodation. And so people can just transport it in the name of using it for industrial purposes. And they might find their way in people's food. So we do give permits when these raw salts are being transported. But then field test kits is also an issue, because we need to give these to policemen and all the customs people who are along the various barriers to check if these have been iodated before they move on. So that's another challenge. Then proper machinery, machine that can sprinkle the things well. And most of these challenges are in the salt area. With the flour and the oil, we don't have it in the artisanal world, so to speak. And so it is very well regulated. It's the salt that has few challenges, but even then, a lot of public education has taught people that it is good. Then inability for oils. We have the inability of local cottage industries being fortifying their oil. We are trying to get local industries also producing their oil, like coconut oil, because we have those ones, palm kernel oil, and some other vegetable oil that has been done in here. Now that they are into the oil thing and they are a small company, how are they going to get it? Are they going to get a premix? These premixes are imported by other private people, and how are they even going to put them in? These are micronutrients we are talking about. If you don't get technically savvy people who are knowledgeable in it, we don't know if at the end of the day, they end up putting all of these vitamin A's in any way, anyhow. Who knows, we may end up getting some hypervitaminosis issues.
Okay, please, is it better? And we have lost you. Can they see me? Continue. Hello, is it better? Yes, continue, Madame Maria Lovelace. Yes. Oh. I hope you're winding up now. Hello. Yes, we can hear you. Could you wind up now? Okay. So for the solutions, we are looking at harmonizing the fortificant types and levels so that if our neighboring countries have a certain level, we all want to come together and we won't have the variation. And then the permit system, we developed it and it's working a bit for us as far as the transportation of salt is concerned. And lessons we've learned is effective interinstitutional collaboration, because if the institutes that are going to help us, like the police and the Customs Excise Preventive Service, do really understand what we are up to and they really share the same vision with us, they will do the work better. So it won't be some kind of a secondary work they are doing. So we've learned to do effective interinstitutional collaboration. And please, can we go to the next one? So for the fortification, as it is right now, we do have, for oil, we have companies like Avnash and Walmart, and flour, we have Olam, Irani Brothers, and other Stakwado flour mills. Salt, we have the big ones are the U2, Pambros, Concord, Annapurna, Lily, and as I said, there are quite a number of artisanal ones. And then even we have gone beyond mandatory fortification. There are others who are into optional fortification. Rice is being fortified. We have a lot of things being fortified earlier. Bullion cubes was spoken about by some speakers, but Ghana doesn't use bullion cubes as a vehicle for iodine, because we are trying to limit its use as well. But if bullion cube has to be done and salt has to be put in, the salt has to be iodinated salt, but it is not a vehicle for iodine supply or for getting iodine to the populace. And then we have Premium Foods, Project Peanut Butter. We have the NVAC project by WFP, and we have Obasima, and all of these things who are also optionally optional fortification programs that are going on. Thank you very much. Thank you so much, Mrs. Maria Lovelace, for walking us through how government institution can be able to implement the laws made. I remember the Senegalese took us through how a regulatory framework, our policies and directives could be made. And now you have succinctly walked us into how those can be executed in the certification process, and of course, standard implementation and the quality assurance of the products. That means government being on top of this. Now, I do know that there are questions that could be coming. I want to encourage you, Madame Maria Lovelace, get into the question and answers chat box. You can be able to respond to some of the questions. But if we can redeem time, then we will have some plenary. Now I want to turn to the last presenter, that is Dr. Jean Jacque Mngani Mbanda, the Minister, Honorable Minister of Public Health and Hygiene Prevention. Could you be around? You're welcome to get us to the presentation. Thank you. Merci. Merci, messieurs les modérateurs, pour la parole. Je voudrais avant toute chose commencer par présenter les compliments de son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, Hygiène et Prévention
de la République démocratique du Congo, son Excellence Jean-Jacques Mbungani, son Excellence Monsieur le ministre secrétaire général à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, ainsi qu'aux organisateurs de ces grands forums autour de l'enrichissement en Afrique. Son Excellence, Monsieur le ministre, aurait bien voulu lui-même participer à ces échanges, mais hélas, pris par les charges de l'État, il m'a demandé de bien vouloir les représenter, raison pour laquelle, en son nom, nous aurons à partager les défis ainsi que les opportunités de l'enrichissement en RDC. Mon écran ne défile pas, c'est figé. J'ai un petit souci parce que mon écran ne défile pas. Est-ce que la technique pourra m'aider à partager la présentation, s'il vous plaît? Oui, monsieur, pas de problème. Une seconde, s'il vous plaît. Oui. Technical people, are you helping us in bringing the presentation back? Thank you. The right one, of course, I think. Yes, Mr. Afida, just a second, please. Oui, Honorable Minister, continue. Voilà, donc avant d'entrer dans les vifs du sujet, j'aurais d'abord voulu rappeler les contextes de la République démocratique du Congo parce que c'est un contexte qui est plus ou moins spécifique. C'est un pays vaste avec plus ou moins une centaine de millions d'habitants. Sur le plan administratif, les pays est subdivisé en 26 provinces. Au niveau sanitaire, le système est pyramidal avec les sommets qui est occupé par les niveaux central, avec les niveaux intermédiaires qui servent d'accompagnement aux zones de santé appelées districts sanitaires. Les pays comptent environ 519 districts sanitaires. Par rapport à la fortification, les secteurs de la santé ne travaillent pas seuls. Ils travaillent en collaboration avec les secteurs de l'industrie, les secteurs des petites et moyennes entreprises, les secteurs de l'agriculture, les secteurs de l'environnement, les secteurs de pêche et élevage, les secteurs du commerce extérieur, les secteurs de l'économie, ainsi que les secteurs des communications et médias. Slide. Je pense ce matin, quand on a suivi toutes les présentations, il a été constaté que la grande carence qu'on retrouve en Afrique, c'est la carence liée à l'anémie. De ce fait aussi, la République démocratique du Congo est concernée, car nous avons les études anciennes ainsi que les études plus ou moins récentes. La dernière étude faite autour de l'enquête démographique et de santé montre que environ une femme sur deux souffre de l'anémie. Pardon, environ un enfant sur deux de moins de 5 ans souffre de l'anémie, tandis qu'une femme sur 3 est concernée par l'anémie. Les études anciennes sont celles liées à la prévalence de la vitamine A. Celle-là remonte à 1998, qui a montré que la prévalence de la vitaminose A est autour de 61%. Certes, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, donc on attend, avec la mobilisation des moyens, une nouvelle étude qui doit se faire pour que nous puissions avoir les prévalences mises à jour en rapport avec la vitaminose A. Et dernièrement, avec l'appui des PAM,
nous avons réalisé une étude récente appelée FNG, Field Nutrition Gap. Cette étude a été réalisée au niveau des 11 provinces de la République et elle a montré qu'il y a beaucoup de problèmes de carences en micronutriments. Ces carences vont être montrées tout à l'heure dans les slides qui suivent. Slide, s'il vous plaît. Voilà. Ces carences concernent essentiellement la vitamine B5, la vitamine B12, les calcium, les fer ainsi que les zinc. Comme nous les remarquons, toutes les tranches d'âge en fonction des aliments qui contiennent ces micronutriments, toutes les tranches d'âge sont concernées. Il y a les enfants de moins de 2 ans qui sont concernés par toutes les carences. Il y a ceux de moins de 5 ans qui sont aussi concernés. Ceux en âge scolaire ne sont pas restés indifférents par rapport à ces carences. Il y a aussi les filles adolescentes, les femmes enceintes et même les hommes adultes. Ceci, ce n'est qu'un outil qui est ressorti de cette étude, la dernière étude qu'on a réalisée en 2021 autour des gaps en micronutriments. Slide. Alors, quel est l'état actuel par rapport à la fortification? Nous vous avons rappelé ici qu'au niveau du pays, il y a des grands produits qui sont concernés par la fortification à large échelle. Il y a essentiellement les sels qui bénéficient de la fortification en iode. Cela, nul ne doute à cause du fait que les pays aillent adhérer à la stratégie de la lutte contre les troubles dits à la carence en iode. À l'époque, déjà, vers les années 80, il y a une législation qui a été mise en place qui fait qu'il y a un contrôle obligatoire qui s'est fait au niveau de tous les points d'entrée pour que tous les sels qui entrent dans les pays qui sont consommés puissent être fortifiés en fer. Et grâce à cet effort, il y a eu une réduction considérable des troubles dits à la carence en iode. Aujourd'hui, la disponibilité des sels iodés avoisine à peu près 80%. L'autre produit qui, de façon industrielle, est fortifié, c'est la farine de blé. Cela est lié au fait que les pays a adhéré à élaborer une stratégie de fortification. Dans la sensibilisation, le ministère de la Santé a approché une des grandes minoteries qui importent la farine de blé dans les pays. Et avec cette minoterie, nous nous sommes mis d'accord pour fortifier la farine de blé en fer et en acide folique. Il faut se le dire que cette fortification aujourd'hui est encore volontaire et puis il se pose des problèmes sur la connaissance exacte des tonnages qui est mis sur le marché ainsi que d'un contrôle réglementaire par rapport à cette fortification. Il faut se le dire que parmi ces deux produits, il n'y a pas vraiment un autre produit ou un autre véhicule qui permet à ce que nous puissions faire la fortification à large échelle. Parce que on a voulu explorer la voie de l'huile, mais jusque-là, on n'a pas toutes les données nécessaires pour nous permettre d'utiliser l'huile à travers tous les pays à cause de cette cartographie au niveau du pays qui est diversifiée. Il y a plusieurs régions où on a une diversification alimentaire qui fait qu'on ne peut pas se concentrer sur un seul produit, mais il faut beaucoup plus travailler sur un gamme important de produits par rapport à la fortification. Ensuite, quand on regarde cette fortification qui est faite de façon industrielle, la farine de blé est consommée beaucoup plus dans des grandes villes, tandis que dans les Congos profonds et dans les milieux ruraux,
la population consomme les produits des champs. Donc, ce qui pose quand même un certain problème quant à la fortification de ces produits. Et en même temps, on a encore une petite faiblesse de la disponibilité des industries agroalimentaires de façon rapprochée au niveau de la population rurale. Il se pose aussi un problème par rapport au contrôle qualité. J'ai tout à l'heure apprécié l'initiative du Ghana qui est beaucoup plus avancée en termes de contrôle qualité. C'est à travers ces échanges, ce sont des initiatives que nous pourrons voir comment copier et puis adapter par rapport à notre situation. Slide. Tenant compte de cette difficulté liée à la diversité alimentaire à travers les pays, et puis il existe beaucoup de pôles de consommation, nous avons travaillé avec les ministères de l'Agriculture grâce à l'appui des Harvest Plus autour de la biofortification. Aujourd'hui, il y a 4 produits qui sont sur le marché et qui sont fortifiés, essentiellement les maniocs jaunes qui est riche en vitamine A. Il y a les haricots riches en fer et en zinc qui est beaucoup plus consommé dans les zones de l'Est. Il y a les maïs jaunes riches en vitamine A qui est consommé dans les zones du centre, et puis la patate douce à chair jaune qui est consommée dans les zones de l'Est. À côté de cette biofortification, avec l'accompagnement de l'UNICEF, les PAM ainsi que d'autres organisations, pour permettre à ce que les enfants puissent ne pas tomber dans la carence, à côté de l'alimentation complémentaire, nous procédons à des fortifications à domicile à travers les MNPIS. Mais cette fortification à domicile à travers les MNPIS reste encore très, très circonscrite, car on a à peine une trentaine de districts sanitaires sur les 519 qui existent dans les pays. Slide. Alors, quels sont les défis? Il y a les défis liés au contexte humanitaire du pays. Comme vous le savez tous bien, les pays font proie à une insécurité et puis un conflit armé à l'Est qui fait que beaucoup de populations sont déplacées et que cette situation ainsi que la fortification des aliments. Ce contexte d'insécurité aussi fait que les décideurs ont leur attention qui est focalisée autour de l'économie de guerre, de telle sorte que cela impacte sur une politique claire en termes de fortification et d'enrichissement des aliments. Il y a aussi ce contexte de pauvreté où on est plus focalisé sur la dimension humanitaire qui fait que parfois on ne regarde pas trop la partie développement et la partie organisation des politiques autour de la fortification pour que nous puissions essayer de pallier à tout ce qui a comme carence en micronutriments à travers les pays. Slide. Face à tous ces tableaux, il faut se dire quand même qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait et qui a commencé. La première chose, c'est qu'au niveau du pays, il a été élaboré une stratégie nationale de la fortification alimentaire. D'ailleurs, c'est grâce à cette stratégie nationale de la fortification alimentaire que une des minoteries a accepté de façon volontaire pour fortifier la farine de blé en fer et en acide folique. Il y a eu aussi le décret du Premier ministre qui met en place une coordination et un cadre de concertation sur l'enrichissement alimentaire. Mais il faut se le dire que ces cadres
ne se réunit pas de façon régulière. Et à côté de cet effort du gouvernement, depuis 2019, on sent qu'il y a un éveil du secteur privé et cet éveil a été stimulé avec l'appui des Sun Movement. Aujourd'hui, à travers les petites et moyennes entreprises qu'on a à travers les pays, on a des enrichissements par-ci par-là qui sont faits, mais tout cela doit être documenté. Il y a par exemple la margarine qui est fortifiée en vitamines A et D. Il y a l'huile de cuisine qui est fortifiée par certaines entreprises privées. Il y a aussi le lait en poudre qui est fortifié en vitamines A et D. Slide. Alors, qu'en est-il des opportunités qui s'offrent à nous? Nous avons essentiellement l'opportunité liée à la présence et à l'adhésion du pays au mouvement SAN depuis 2013. Grâce à cette adhésion, il y a eu révision de la politique nationale de la nutrition avec une vision qui quitte le secteur de la santé et une ouverture vers la multisectorialité. Et grâce à cette adhésion, il y a eu un plan multisectoriel de nutrition qui a été élaboré et endossé par le Premier ministre et lequel plan est arrivé à une échéance. On a eu à évaluer le plan et on est en processus d'élaboration d'un nouveau plan qui va aller de 2022 à 2027. Il y a aussi l'opportunité de cette ceinture de la multisectorialité qui s'offre devant nous grâce à cette étude qui a été réalisée avec l'appui des PAM, l'étude FNJ. Aujourd'hui, au niveau du pays, on est en phase de dissémination des résultats de cette étude. Cela constitue quand même une opportunité pour que les décideurs puissent se servir de ces résultats, des résultats de cette étude pour améliorer la situation des carences en micronutriments au niveau du pays. Et il y a cet effort de poursuite des actions de supplémentation qui sont en cours, essentiellement la supplémentation en fer et acide folique pour les femmes enceintes ainsi que les adolescentes. Il y a aussi la supplémentation à vitamine A qui a découlé de l'étude qui a été menée depuis 1998. Les pays a eu à mettre en œuvre beaucoup de campagnes de supplémentation. Après les campagnes, il fallait quand même, sur base des diminutions des ressources, changer de stratégie. Aujourd'hui, nous sommes en voie d'intégration de la routinisation dans la supplémentation en vitamine A. Il y a aussi par-ci, par-là, les aliments qui sont distribués par les organismes dont les PAM et l'UNICEF à travers les pays dans le cadre des banques de funding. Slide. En ce qui concerne l'ancrage institutionnel qui s'offre aussi comme opportunité, nous avons l'engagement du gouvernement dans le cadre de l'agenda 2030. Cet engagement a été matérialisé par l'élaboration d'un plan stratégique de développement et lequel plan a institué un comité multisectoriel de haut niveau où beaucoup de ministres au niveau multisectoriel se retrouvent autour du Premier ministre. Mais ce comité a parfois du mal à se réunir de façon régulière. Il y a aussi, grâce à l'effort du gouvernement, la mise en place du programme national de nutrition qui y a un ancrage au niveau national avec des représentations dans chaque province et puis dans chaque district sanitaire et lesquels programmes fédèrent tous les autres partenaires ainsi que les autres secteurs dans cette lutte contre les problèmes liés à la malnutrition ainsi que les différentes carences en micronutriments. Actuellement aussi, depuis un certain temps, on sent qu'il y a vraiment une volonté du gouvernement d'améliorer les secteurs sociaux. Il faut se le dire aussi, la présence de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, a fait qu'il y a une très bonne collaboration avec
les secteurs de l'industrie, où ensemble, ils sont en train de voir comment élaborer un texte à soumettre au niveau de l'Assemblée nationale pour favoriser les investissements responsables et durables dans les secteurs de nutrition. Slide. Slide. Sur les plans politiques et stratégiques, en cherchant à suivre les indicateurs, la mise en œuvre des objectifs du millénaire du développement, le pays a mis en place une structure au sein du ministère des Plans qui accompagne les autres secteurs dans les suivis et évaluations des actions du gouvernement dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable. Il y a actuellement, nous sommes dans les processus d'élaboration du plan national stratégique multisectoriel. Ce plan qui va couvrir la période de 2022 à 2027. Et déjà dans le corps du plan, il y a un axe qui est dédié à la fortification alimentaire. D'autres engagements sont pris ou sont aussi en cours d'être pris, essentiellement notre engagement dans le cadre du plan Nutrition for Growth. Et puis actuellement, en préparation au sommet mondial sur l'alimentation, il y a un dialogue national qui a été organisé dans lequel il y a vraiment un engagement ferme du gouvernement à accompagner les autres secteurs pour améliorer les systèmes alimentaires dans les pays. Nous avons aussi l'implication de toutes les autres parties prenantes, essentiellement tous les partenaires du secteur de la nutrition, en lead des agences du système des Nations Unies. Nous avons les groupes interbailleurs de la santé et les groupes interbailleurs autour de la nutrition, les GIBNIT. Nous avons aujourd'hui cette dynamique importante qui est boostée autour des secteurs privés pour accompagner les gouvernements dans cette lutte effrénée contre la malnutrition et pour chercher à résoudre tant soit peu les problèmes liés à la carence en micronutriments. Il y a même dans cet ensemblage d'idées, il y a aussi un groupe d'universitaires et de chercheurs qui accompagnent les gouvernements dans des études pour trouver les voies et solutions pour résoudre ces problèmes de carence en micronutriments à travers les pays. Voilà les quelques défis que nous avons au niveau du pays ainsi que les opportunités qui se présentent au niveau de nous, au devant de nous. Je m'en remets au modérateur pour au cas où il y a des éventuelles questions, pour que nous puissions y répondre. Merci beaucoup de votre attention. Thank you, Merci, to the Honorable Minister. Thank you so much for walking us into the challenges and opportunities of enrichment in DRC Congo. You have been true to the challenges of the country. I'm so grateful. And I know we have few minutes left. I would like to ask members to just give opportunity for one country each. If one question, because if not, it would be too late. Yes, one question to each country. Presentation: Senegal, Ghana, and DRC. Dr. Simplis, how many minutes are you giving us to wind up? 5 minutes. Okay, one question to each
country, if any, and then we move forward. Who has a hand up? I can see a hand up from right, Jean Bezi, please proceed. Jean, are you there? Can you unmute and ask your question or comment? Your hand is up. Okay, Jean is not responding. All right, proceed. Jean, proceed. Afrida, please look at your, we are channeling some of the questions to you from the audience. I just did it again so that you can take a look on, we have one specific for Senegal. Maybe you could start with this one. Right, my French is less. Can somebody ask in French? Yes. Mr. Ron, I sent you the translation in the chat box through a private message. Can you check? Oh, okay. Yes. Senegal. Mr. Carr, the question is from an attendee. He said he's the coordinator of the project of fortification in Gambia. And we hope now the compulsory fortification for wheat flour and salt and oil. The question is, Gambia imports a large quantity of salt from Senegal. Unfortunately, during the last evaluation of the micronutrient deficiency, it has been noticed that a large part of salt in households are not adequately iodized. What are the measures undertaken between Gambia and Senegal to make sure that the salt is iodized? The salt in iodine is adequate. I think Gambia imports from Senegal, and Senegal is not adequately fortifying. Please, Mr. Carr, can you respond to the question of adequacy in quality fortification of salt for exports to Gambia? Oui, merci beaucoup pour la question. En effet, nous avons le même problème que la Gambie. Au Sénégal aussi, lorsque nous faisons les enquêtes, la proportion de quantité de sel dans les ménages adéquatement iodés est relativement faible pour un pays producteur. Cela veut dire qu'en fait, nous devons prendre des mesures à plusieurs niveaux. D'abord, c'est organiser la filière en termes d'équipement pour que les petits producteurs se regroupent. Parce qu'au Sénégal, la particularité, c'est que dans la zone centre qui est frontalière avec la Gambie, vous avez beaucoup de petits producteurs et c'est difficile de les organiser. Vous savez comment ça se passe? Le sel peut passer à travers tout le long de la frontière pour être commercialisé dans les marchés hebdomadaires. C'est comme ça que ça se passe réellement. Ce qui fait qu'une grande quantité de sel échappe au contrôle des services compétents. Donc, la première chose, c'est de regrouper les filières, les petits producteurs en groupement et comment dirais-je, en coopérative, pour qu'on puisse avoir des investissements par rapport à cette industrialisation du sel en équipement qui soient rentables, pour pouvoir centraliser les efforts dans la recherche de la qualité. Je pense que nous, ça, c'est notre challenge numéro 1. Et pour y arriver, nous pensons qu'en fait, c'est l'implication du secteur privé. Il faut que nous rendions le sel attractif pour le secteur privé pour que des investisseurs puissent s'y lancer pour avoir une production à l'échelle qui puisse assurer la qualité. Ça, c'est l'option claire du gouvernement. Deuxième niveau, c'est que les deux pays puissent essayer de renforcer les mesures de contrôle au niveau des frontières, pour que, autant au niveau de la douane sénégalaise que de la douane gambienne, qu'il puisse y avoir des contrôles systématiques du sel qui passe à travers les frontières. Ça, je pense que ce sont deux points centraux sur lesquels nous devons travailler avec notre pays voisin. Voilà. Merci. Thank you. We
we have the next question. I do hope that will be the last one, but this is to all of us, that the requirement of international organization in terms of equipment and facilities of fortification entities is discouraging for those who have initiated and make effort in this area. Is there any support for these entities at regional level, any standard at regional level, any food quality control at regional level? I would like to get the first thought from any other person, then I can make my small comments hereafter, and then I hand over to Dr. Simplice. Any person or the facilitators who want to make a comment on that? Okay, let me proceed with my thoughts because we are running short of time. The earlier presentation by Ponso from SADC, at regional level, Africa is divided into West Africa, and we've been working closely with HKI and ECOWAS and UEMOA. And at that level, we created regional standard, which we do believe countries can adopt and adapt for all the food vehicles, which includes the wheat flour, vegetable oil, and even a salt. But that is to facilitate regional trade, because each countries are autonomous and independent. Most of the countries tend to derive their own standards from the different regional levels and apply them. But we're encouraging that every region that has a similarity in consumption of these fortified foods in the quantities can have a regional standard so that adoption and adaptation are easily done. In Southern Africa, SADC is pursuing that. Now they have minimum standard for all the 4 vehicles of fortified food. And in Eastern Africa, we even have the East African Community together with the EXA, that is the East Central Southern African Health Community. They are pursuing regional standard so that other countries can be able to move forward. The regional bodies have developed quality control, quality assurance documents and parameters for utilization either both by industries or by the regulators. And we can learn from all these countries. I do know we have the Central African Republic where Congo, that has presented a big challenges and opportunities. That includes Congo, Niger, not Congo, Cameroon, the Central African countries. There, the greatest challenge has been the issue of insecurity. But however, we are grateful that even though there is insecurity, we have seen from Democratic Republic of Congo that there is a voluntary fortification of wheat flour with folic acid and iron. Although there's no clear data, I'm so encouraged that the government, the Minister of Health, recognizes this and it is voluntary. And there's been some policy frameworks being put by government to facilitate this fortification of wheat flour, and that being the only commodity industrial that can be made. And I'm grateful that given the new government recognizing that nutrition and fortification is one of the strategies to address this, we can be able to move forward. Now, the issue of equipment and the fortificant is a key thing. Africa is challenged to have most of the equipment imported outside from Europe, from US, from Asia. And this sometimes delays these initiatives. And the question is spot on. I know there are partners on this platform that can help facilitate and support the countries with these initiatives, because fortificants are imported. I do only know of 2 countries beginning to make this. One is in Nigeria, together with the private sector. Dr. Ronald, can you wind up, please? Yes. Yes, only Nigeria and South Africa that have the facilities. So I want to encourage us, the partners, to be able to utilize these countries with the different equipments to facilitate this. From myself, I want to say thank you for the facilitation and the facilitators. All this is recorded, and I'm glad, and I want to say thank you for this enrichment of knowledge, and I hand over to Dr. Simplice for the next session. Thank you. Thank you very much,
Dr. Ronald Afrida, for your facilitation to this other session, the last session or sub-session under the session 3 on the status of food fortification in Africa. And I want to thank also all the presenters, the speakers, for their insight in their various presentations, sharing their experiences from the technical to the legal angle. So thank you very much, Donald and the speakers. Distinguished ladies and gentlemen, Your Excellency, I know we have been seated for long. I want to ask for your indulgence and sincerely thank all of you for being with us so far. The meeting was initially planned to be physical meeting, but due to health constraints, we have to shift to a virtual meeting, and we know how difficult or how challenging it can be sitting in front of the screen for so long. So we really want to thank all of you for your patience. We want to thank all of you for your continued contribution to this discussion. So thank you very much, dear participant.